Donc bonsoir à tous encore une fois. Laurent Petit-Mangin, c'est un vrai plaisir de vous retrouver depuis vos débuts qui étaient justement au Livre sur la Place à Nancy. J'ai eu ce grand bonheur de vous rencontrer à vos débuts pour Ce qu'il faut de nuit, ce premier roman tout à fait remarquable publié aux éditions La Manufacture de deux livres, on dit. Deux livres, La Manufacture de livres. Petite maison d'édition par la taille, mais grande par la qualité, je tiens à le souligner. Un excellent éditeur. Nous allons parler évidemment de ce livre, de son contenu. Avant d'y arriver, j'aimerais qu'on retrace autant que faire se peut votre parcours. Pauline a évoqué un ou deux éléments, mais j'aimerais en savoir un petit peu plus pour peut-être comprendre encore mieux ce qui vous amène à raconter cette histoire et à l'incarner à travers la parole d'un père qui parle à la première personne, il faut le souligner. Mais on va y venir dans un instant. Il est question de vous, Laurent Petit-Mangin. Donc vous êtes lorrain. Dans quel genre de foyer grandissez-vous? Est-ce que vous grandissez dans un foyer où on aime les livres, où on vous incite à la lecture? Quelle est l'ambiance qui vous emmène jusqu'au livre? Je grandis, déjà, principalement chez mes grands-parents. Bon, ça semblait d'ailleurs une tradition familiale dans ma famille, c'est que mon père était finalement chez une tante, moi j'étais chez ma grand-mère et chez la tante qui avait élevé mon père. Bon, et pourtant mes parents habitaient à quelques pas, mais bon, ils travaillaient. Mon père travaillait à la SNCF, il était conducteur de train. Donc c'est une famille qui aime lire. On a une très belle bibliothèque à la maison. Je pense que ma famille s'approche un petit peu de celle qui est décrite dans le livre. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont pas forcément fait de grandes études. Je pense que j'étais le premier de ma famille à aller jusqu'au bac. Mais qui pour autant, par un certain nombre de voix, que ce soit la voix syndicale, que ce soit la voix de l'engagement politique, sont amenés à lire, sont amenés à s'intéresser au monde. Et donc, moi, mon père, c'est quelqu'un que j'ai toujours connu avec des livres, ma maman aussi. C'est une littérature qui est évidemment plutôt une littérature, on va dire, de classique, Victor Hugo, mais ça peut être aussi une littérature avec Maxence van der Merch, par exemple. C'est une littérature un peu, je dirais, ancrée dans le milieu social. Et c'est ça, en fait, que j'ai vu quand j'ai grandi. Et c'est vrai que moi, un des premiers souvenirs que je peux avoir, c'est d'aller chaque semaine à la bibliothèque. Ça ne s'appelait pas une médiathèque, parce que de toute façon, ça ne pouvait pas s'appeler une médiathèque. C'était tellement petit, c'était tout à côté de l'église, une cahute à côté de l'église de Longeville-les-Metz, là où j'habitais. Et j'y allais donc avec mon sac en plastique, là, pour prendre des BD, des livres chaque semaine. Et je faisais chaque semaine la navette. Je crois que ça devait être 20 centimes ou 50 centimes l'emprunt d'un livre. Et c'était un super souvenir. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire pas mal de choses grâce à eux aussi, grâce à cette bibliothécaire. Donc l'amour des livres par transmission d'une certaine manière à travers votre famille, mais entre aimer lire, aimer la littérature et vouloir écrire, il y a en réalité tout un monde, contrairement à ce qu'on pense. Est-ce que c'est un secret d'enfant, un vœu pieux que de vouloir écrire, ou c'est quelque chose qui est réellement advenu au moment où vous écrivez votre premier roman? Non, en fait, j'écris depuis 10 ans à peu près. Et j'ai toujours été assez bon élève, quoi. Je devais même être un peu casse-pied et un peu chiant, en fait, honnêtement. Comme je disais à Marie-Madeleine avant qu'on démarre la rencontre, j'étais avec une amie pendant toutes mes classes, c'est-à-dire vraiment de la 6e jusqu'à la 2e année de prépa à Metz. Là, enfin, on a toujours été ensemble et on se tire un peu la bourre. Et c'était à celui qui faisait la meilleure composition, la meilleure devoir de philo, etc., etc.
Et bon, donc j'ai toujours eu ce côté un petit peu compétitif. Et en fait, je vais le retrouver, ce côté compétitif, bien des années après, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, quand j'ai un collègue d'Air France qui me dit, bon, Laurent, j'ai arrêté de prendre la voiture, il était vers Versailles, et il venait sur Roissy travailler chaque jour en voiture, c'était un calvaire pour lui. Il me dit, je prends le RER désormais. Et il me dit, écoute, ça a un gros avantage, et il me sort un cahier, un cahier format A4, là, et super écrit dense, en me disant, bon, voilà, regarde, ça me permet d'écrire chaque jour, je fais des pages comme ça. Et quelques mois après, bon, vous savez, vous pouvez vous faire, entre guillemets, éditer, pas sans payer, mais disons, évidemment, c'est une fausse édition, parce que bon, il n'y a aucun travail d'édition, justement, derrière ça, mais en tout cas, bon, vous avez quelque chose qui ressemble à un livre, que vous pouvez qualifier de livre, et il me le passe, je l'achète, bon, et je le lis, et je me dis, ouais, c'est pas mal. Enfin, je veux dire, c'est... Alors, immédiatement, je me dis, bon, ouais, il aurait pu se pousser un peu, c'est-à-dire que... et donc, c'est là où on revient avec l'esprit compétitif. Je me dis, bon, ouais, il aurait pu faire un petit effort, là, l'ami Nicolas, pour, sur tel ou tel passage, il s'est un peu laissé aller, tout ça. Et ça m'a donné envie de démarrer, de commencer à l'écriture. Donc bon, celui-ci, c'est le premier publié, mais bon, j'ai la vérité, c'est que bon, j'ai écrit quand même d'autres textes avant, et j'ai écrit d'ailleurs bien des démarrages d'histoires qui n'ont jamais vu le jour. Parce que bon, j'ai un test qui est de me dire déjà, bon, je me fais assez confiance, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai une scène en tête, je l'écris. Bon, en principe, c'est souvent une première scène, c'est-à-dire que je la vis assez intensément. La scène de ce livre-là, où on voit le père regarder son fils jouer au foot, je promets que cette scène, je l'avais en tête pendant très très longtemps, et je la sentais, je voyais l'espèce de fraîcheur du dimanche matin, je voyais la lumière, j'entendais le bruit des crampons sur le terrain, donc je l'avais en tête. Mais j'ai comme ça plein de scènes, si vous voulez, qui sont potentiellement des démarrages de romans, et donc je me fais confiance, en principe, à un moment ou à un autre, je les écris. Et puis, bon, c'est à la page 30, si vous voulez, que je fais un peu l'état des choses en me disant, page 30, vous y arrivez assez facilement quand vous écrivez. C'est pas quand même c'est pas inatteignable. Et à la page 30, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? C'est là un peu mon test. Et si je me décide, dans ce cas-là, je sais que je vais au bout du texte. Mais à l'inverse, ça arrive souvent que je me dise, bon, non, il n'y a pas assez de fond, il n'y a pas assez de personnages, l'intrigue, bon, voilà, je ne vais pas en faire grand-chose et je le laisse. Et puis bon, je me dis peut-être qu'un jour, en les relisant, j'arriverai à trouver une suite à ça, quoi. Donc toute votre production d'écriture date d'il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'avant... Non, oui, avant, mais je suis assez cyclique, si vous voulez. J'ai comme ça des espèces de lubies. Avant, je faisais de l'escrime. Et j'étais impropre à parler de quoi que ce soit d'autre que de l'escrime. Avant, ça se voit pas, mais avant c'était des marathons. Je veux dire, voilà quoi. Donc, il vous fallait la médaille aussi à chaque fois, parce que là vous avez des prix quand même avec le livre. C'est peut-être la bonne pioche cette fois-ci. Oui, parce que j'ai eu la peinture aussi. Passer des heures à peindre des trucs. Mais effectivement, visiblement, j'avais un peu moins d'avenir là-dedans. Je ne sais pas si j'en ai beaucoup dans l'écriture, mais en tout cas, au moins c'est vrai que là, c'était un peu plus. Oui, je suis assez cyclique dans mes lubies. Je suis assez collectionneur aussi, donc, et je change par exemple beaucoup de collections. C'est-à-dire que, en termes de livres, je collectionne beaucoup les livres, mais je peux collectionner des types de livres très différents au fil des ans. Alors, je vous propose, Laurent Petit-Mangin, avec votre autorisation, de lire un extrait de votre livre et de nous plonger immédiatement dans Ce qu'il faut de nuit. Fous s'arrache sur le terrain, il tacle, il aime tacler, il le fait bien, sans trop démonter l'adversaire, suffisamment vicieux quand même pour lui mettre un petit coup. Parfois le gars se rebiffe, mais Fous est grand, et quand il joue, il a un air mauvais. Il s'appelle Fous depuis ses 3 ans. Fous pour football, à la Luxo. Personne ne l'appelle plus autrement.
C'est Fous pour ses maîtres, ses copains, pour moi son père. Je le regarde jouer tous les dimanches, qu'il pleuve, qu'il gèle, penché sur la main courante à l'écart des autres. Le terrain est bien éloigné de tout, cadré de peupliers, le parking en contrebas. La petite cahute qui sert aux apéros et à la remise du matériel a été repeinte l'année dernière. La pelouse est belle depuis plusieurs saisons sans qu'on sache pourquoi. Et l'air toujours frais, même en plein été. Pas de bruit, juste l'autoroute au loin, un fin ruissellement qui nous tient au monde. Un bel endroit. Presque un terrain de riche. Il faut monter 15 km plus haut au Luxembourg pour trouver un terrain encore mieux entretenu. J'ai ma place, loin des bancs, loin du petit groupe des fidèles, loin aussi des supporters de l'équipe visiteuse. Vue direct sur la seule publicité du terrain, le kebab qui fait tout. Pizza, tacos, l'américain, steak frites dans une demi-baguette ou le Stein, saucisses blanches frites, toujours dans une demi-baguette. Certains, comme le Mohamed, viennent me serrer la main. Inch'Allah, on leur met la misère. Il est en forme, le Fous, aujourd'hui ? Et puis repartent. Je ne m'énerve jamais, je ne gueule jamais comme les autres. J'attends juste que le match se termine. C'est mon dimanche matin. À 7 heures, je me lève, je fais le café pour Fous, je l'appelle, il se réveille aussi sec sans jamais râler, même quand il s'est couché tard la veille. Je n'aimerais pas devoir insister, devoir le secouer, mais cela n'est jamais arrivé. Je dis à travers la porte, « Fous, lève-toi, c'est l'heure. » Et il est dans la cuisine quelques minutes après. On ne parle pas. Si on parle, c'est du match de Metz la veille. On habite le 54, mais on soutient Metz dans la région, pas Nancy. C'est comme ça. On fait attention à notre voiture quand on la gare près du stade. Il y a des cons partout, des abrutis qui s'excitent dès qu'ils voient un 54 et qui sont capables de te labourer la voiture. Quand il y a eu match la veille, je lui lis les notes du journaliste. On a nos joueurs préférés, ceux qu'il ne faut pas toucher, qui finiront par partir. Le club ne sait pas les retenir. On se les fait sucer dès qu'ils brillent un peu. Il nous reste les autres, les besogneux, ceux dont on se dit 20 fois par match vivement qu'ils dégagent, j'en peux plus de leurs conneries. À tout compter, tant qu'ils mouillent le maillot, même avec des pieds carrés, ils peuvent bien rester. On sait ce qu'on vaut et on sait s'en contenter. Quand je regarde Fous jouer, je me dis qu'il n'y a pas d'autre vie, pas de vie sur cette vie. Il y a ce moment avec les cris des gens, le bruit des crampons qui se collent et se décollent de l'herbe, le coéquipier qui râle, qu'on ne trouve pas assez tôt, pas assez en profondeur, cette rage gueulée à fond de gorge quand ils marquent ou prennent le premier but, un moment où il n'y a rien à faire pour moi, et des seuls instants qui me restent avec Fous. Un moment que je ne céderai pour rien au monde, que j'attends au loin dans la semaine. Un moment qui ne m'apporte rien d'autre que d'être là, qui ne résout rien, rien du tout. Le match terminé, Fous ne rentre pas tout de suite. Je ne l'attends pas, il arrive qu'on a déjà presque fini de dîner avec son frère. « Gros, tu me laveras les maillots ? Vas-y, et pourquoi je le ferais ? T'es mon petit frère, t'inquiète, je te revaudrai ça. » Il prend son assiette, se sert et va s'installer devant les programmes de l'après-midi. À 5 heures, quand j'ai le courage, je vais à la section. Il y a de moins en moins de monde depuis qu'on n'y sert plus l'apéro. Cela devenait n'importe quoi, les gars ne travaillaient plus et attendaient juste qu'on sorte les bouteilles. On est 4, 5, rarement plus. Pas toujours les mêmes, plus besoin de déplier les tables comme on le faisait 20 ans avant. La plupart ne travaillent pas le lundi, des retraités. La Lucienne, qui vient comme elle venait du temps de son mari, avec un gâteau qu'elle découpe gentiment. Personne ne parle tant qu'elle n'a pas coupé 8 belles parts bien égales. 1 ou 2 gars au chômage depuis l'Antiquité. Les sujets sont toujours les mêmes, l'école du village qui ne va pas durer en perdant une classe tous les 3 ans, les commerces qui se barrent les uns après les autres, les élections. Cela fait des années qu'on n'en a pas gagné une. Aucun de chez nous n'a voté Macron, pas plus pour l'autre. Ce dimanche-là, on est tous restés chez nous, un peu soulagés quand même qu'elle ne soit pas passée. Et encore, je me demande si certains, au fond d'eux-mêmes, n'auraient pas préféré que cela pète un bon coup. Alors, Laurent Petit-Mangin, celui qui parle, c'est le père de Fous, il l'a dit lui-même, mais le père aussi de Gilou, le petit frère de Fous. 3 hommes qui essayent de reconstruire une famille après la mort de la mère, qui est partie d'un cancer, on le sait assez vite dans votre roman. 3 hommes, un père et 2 fils, qui s'aiment profondément, mais qui essayent aussi, semble-t-il, de s'apprivoiser sans les marqueurs de la mère. Oui, c'est difficile. Bon, je pense que c'est déjà pas une famille qui était une famille qui s'exprimait beaucoup. C'était déjà une famille qui était quand même baignée de silence. Et bon, c'est sûr que le décès de la mère, et même d'ailleurs, bon,
sa longue maladie, les longues années de la maladie font que oui, le foyer devient encore plus silencieux, je pense. Mais bon, on peut être dans un foyer silencieux et pour autant s'aimer. Hein, je veux dire, donc c'est bon. Je donne souvent une anecdote. Bon, j'ai 4 enfants et 3 garçons, et sur les 3, bon, ils ont tous fait du hand, et mes 2, bon, on en fait vraiment quand même à très bon niveau. Donc vous avez des déplacements longue durée à faire, c'est-à-dire que de chez moi, vous allez à Dunkerque, c'est 2h30 pour le déplacement, quoi. 2h30 à l'aller, 2h30 au retour. Donc vous êtes dans votre voiture et vous êtes avec votre fils à côté et vous écoutez France Inter. Et puis, à un moment, vous vous dites, bon, je suis vraiment un père horrible parce que, bon, j'ai rien à dire à mon fils. Enfin, je veux dire, je lui parle pas, quoi. Je préfère écouter la radio. Et pourtant, je veux dire, ça me fait vraiment plaisir de l'emmener à Dunkerque, quoi. C'est un truc, c'est quelque chose que j'ai attendu pendant toute la semaine, un peu à l'image de ce père qui attend le match de foot de son fils. Bon, j'attends le match bon, à l'avant, je m'en fais une joie de l'emmener. Ça ne me dérange pas du tout que tout le samedi va y passer, hein, parce que bon... mais je lui parle pas, quoi. Et donc je pense que c'est possible. Enfin, c'est possible d'avoir des foyers où bon, il y a très peu de choses qui sont dites, mais bon, où les gens s'aiment quand même. Enfin, j'espère en tout cas, quoi. Alors, ce que je viens de lire, c'est vraiment le tout début, c'est les premières pages de votre roman. Effectivement, ensuite, on va apprendre que la mère est morte trop tôt d'un cancer, qu'il y a une véritable volonté d'aider les enfants à évoluer dans la vie, à avoir un avenir, hein, comme on dit. Et d'une certaine manière, le père se sent tributaire de cet héritage qu'a laissé la mère, qui était qu'il faut absolument faire les choses bien. Donc il a à cœur de faire les choses bien. Le problème, c'est que tout ne dépend pas de lui. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il a un double héritage, ce père. C'est-à-dire qu'il a un héritage, évidemment, bon, il se dit, il faut que je sois digne de ce qu'aurait voulu faire ma femme. Et puis en même temps, je pense qu'il a un héritage qui est bien plus ancré, peut-être bien plus inconscient que ça. C'est l'héritage de se dire, bon, il faut que mes fils fassent mieux que moi. Hein, je pense que le père, c'est absolument pas un révolutionnaire. C'est-à-dire, bon, il milite à gauche, bon, mais il n'est pas pour casser la société. Je veux dire, il joue avec les codes de la société. Bon, il veut que les choses progressent. Et je pense que c'est ça aussi un des éléments qui va complètement le déposséder, c'est quand il voit que évidemment, il n'y arrive pas. Il a eu beau cocher toutes les cases, enfin, il pense avoir coché toutes les cases, et il se rend compte qu'il n'y arrive pas, et que son fils s'éloigne. Alors voilà, ce qui va se passer assez vite, et je vais essayer de ne pas complètement déflorer le roman, mais il y a des éléments qu'il va falloir dire et qui sont importants, c'est que ce père qui est à gauche, qui est militant, on va dire, un gentil militant, comme c'est décrit hein, dans l'introduction. Oui, c'est un militant, on va dire. C'est vraiment... Bon, en l'occurrence, c'est par exemple le militantisme que j'ai pu connaître justement de mon père, quoi. C'est-à-dire un militantisme assez sérieux, quoi. Enfin, voilà, où bon... il y a des combats, mais par exemple, bon, les grèves s'arrêtent quand elles doivent s'arrêter. Bon, enfin voilà, quoi. Il y a une espèce de conscience. De conscience, de sérieux, oui. Oui, de sa responsabilité. Et là, il va découvrir que son fils prend une toute autre voie. Alors qu'en apparence, rien n'a changé, c'est-à-dire que c'est toujours le bon fils qu'il a connu, un peu taiseux, certes, comme on l'a vu là, mais un bon fils, un bon frère. Il adore son petit frère. Rien ne laisse paraître une différence, si ce n'est qu'il va découvrir que son fils a des copains
alors est-ce qu'on peut dire néo-nazi, est-ce qu'on peut dire fasciste, est-ce qu'on peut Ouais, dire facho, on va dire. facho. Bon, ouais, après, on ne sait pas exactement dedans. Bon, Non, d'ailleurs, comment je c'est. pense que vous mettez un point d'honneur à ne pas trop définir non plus, d'ailleurs. Voilà, en tout cas, c'est pas les copains qu'il aurait souhaité pour son fils. Ça, c'est sûr. C'est surtout pas les copains qu'il aurait voulu avoir pour son fils. Après, c'est un amalgame, je pense, assez étrange, ouais, de gens un peu libertaires, en même temps, fachos. Enfin bon, voilà. Alors, ce qui est très étrange et qui va revenir d'ailleurs à un moment dans la réflexion du père, puisqu'on est toujours à la première personne, hein, c'est le père qui s'exprime, il dit à un moment, il écoute toujours Jean Ferrat. Le Jean Ferrat qui écoutait la maman, Ouais. il dit. C'est-à-dire que c'est toujours le même garçon, avec la même gentillesse, avec le même ADN, avec le même comportement familial, sauf que il soutient des gens violents et qui croient en des choses qui le dépassent. Oui, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire de mettre une certaine tension, si vous voulez, dans les trois protagonistes. En l'occurrence, d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, il y a eu, dès le démarrage du roman, les deux, le père et l'aîné. Le petit frère est plus une construction, c'est-à-dire autant les deux premiers sont venus, mais vraiment très naturellement, c'est-à-dire c'était une évidence et je les avais vraiment en moi depuis un petit moment, je pense déjà. Le frère est davantage une construction, c'est-à-dire que le frère, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, le petit frère, Bon, déjà, je pense que dans un texte littéraire, bon, c'est plus intéressant d'avoir un nombre impair, parce que vous avez plus de tension, de tiraillement, de jeux de deux contre un qui peuvent s'installer. Donc, bon... Donc j'ai créé ce petit frère, quoi. Parce que, bon, finalement, ce petit frère va me servir à plein de choses dans le Il sert roman. de miroir, déjà. Il sert de miroir à vos deux autres personnages. Et ça va m'aider à voir que finalement le père, certes, il est complètement désemparé par ce que fait son aîné, mais finalement on se rend compte qu'il n'est pas si à l'aise que ça avec finalement la poursuite des études du second, alors que normalement c'était ce qu'il voulait initialement. Donc voilà. Oui, donc le petit, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que lui est promis un bel avenir, puisque ça se passe bien à l'école, qu'il va pouvoir faire apparemment des études de haut niveau, partir à Paris, projet dans lequel il est soutenu par ce grand frère qui, encore une fois, malgré ses dérives, est là, toujours, hein, présent. Oui, j'avais envie, si vous voulez, qu'on puisse se dire, bon, finalement, ce sont des gars bien. Enfin, des gars bien, ils peuvent énerver, on peut être absolument pas d'accord avec leurs idées, à l'un comme à l'autre, d'ailleurs, enfin, je veux dire, suivant du bord où on est, mais j'avais envie de me dire, finalement, au final, j'avais pas envie de vous simplifier trop la vie, vous, lecteurs et lectrices, c'était finalement, de vous laisser quand même voilà, un peu entre deux eaux en se disant finalement qu'est-ce qu'il est ce fils en particulier, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, mais j'avais pas envie qu'on puisse se détester, je voulais qu'on garde un peu cette image là, ouais. Donc pour moi c'était important parce que c'était un peu aussi ça la vie, c'est-à-dire que bon, vous pouvez avoir des gens, ouais, qui dont vous cautionnez absolument pas les idées, qui pour autant s'avèrent être des gens très attachants, tout à fait attachants. Et donc voilà, c'était ça un peu aussi le. Et puis c'est ce qui va complexifier le rapport du père à son fils, parce qu'en fait, tout au long de l'histoire, évidemment qu'il est question d'un contexte sociopolitique, qu'il est question d'une époque, d'une génération, mais il est surtout question de l'amour d'un père pour son fils et de la remise en question ou pas de cet amour. Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, bon, ce roman, je l'ai dit, hein, il est né de cette première scène, c'est-à-dire, je me suis dit, c'est une scène qui m'intéresse, donc j'ai envie de l'écrire et lance-toi. Et je savais objectivement, je n'avais aucune idée de comment allait se terminer ce livre. Et d'ailleurs, même je sais pas, à la 160e page, donc où on est tout proche de la fin déjà, j'ai toujours aucune idée de comment il va se terminer, le livre. Hein. Je n'avais pas de plan, je n'ai pas écrit ce livre avec un plan.
je l'ai écrit vraiment. Bon, j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs dans l'écriture de ce livre, c'est-à-dire que bon, à chaque fois que je me suis remis à mon bureau pour écrire, le chapitre suivant venait assez naturellement. Donc, il n'y avait pas de plan, il n'y avait pas de volonté initiale, mais je savais que ce livre allait traiter de la déception. Et de la déception d'un père, enfin en l'occurrence de parents. Le thème que j'avais en tête, c'était de me dire, tiens, est-ce que des parents peuvent être déçus par leurs enfants? Bon, alors comme je tourne beaucoup en lycée et que je leur dis ça, ils me disent, mais et ça vous donne pas envie non plus de faire le thème inverse, de dire est-ce que les enfants peuvent être déçus de leurs parents? Et c'est vrai que bon, ça peut être assez pertinent comme thème aussi. Hein, enfin, je veux dire, mais bon, là en l'occurrence, c'était est-ce que des parents peuvent être déçus par leurs enfants et jusqu'où ça peut aller? Oui, à un point extrême du coup. Voilà. Jusqu'où ça peut aller? C'est-à-dire, bon, qu'est-ce qui peut se passer quand ça arrive? Alors, pourquoi avez-vous choisi de raconter cette histoire à la première personne? Est-ce que c'était une manière de mieux l'incarner parce que c'est presque comme un rôle de théâtre, d'une certaine façon, ou est-ce que c'était pour avoir vraiment le regard à la fois subjectif et de ne pas avoir toutes les réponses comme un narrateur omniscient? Parce que vraiment, le jour où je me suis... Alors, j'arrive plus à me souvenir exactement des circonstances où je me suis installé pour mettre ça sur... Je crois me souvenir que, bon, parce que j'écris soit au crayon sur papier, et puis après je remets sur ordinateur, soit je tape directement dans l'ordinateur. Souvent, j'essaie de faire d'abord au crayon, parce que ça va plus vite, mais j'arrive à écrire plus vite que je ne tape. Et donc, du coup, j'arrive à garder le flux de pensée. Mais là, je pense que cette scène, je l'ai faite à l'ordinateur. Et si vous voulez, la voix, elle est venue comme ça. Bon, et tout de suite, je me suis dit, c'est une voix qui m'est sympathique. C'est pas la mienne, c'est pas celle de mon père, mais c'est une voix qui m'était assez sympathique. Donc j'ai écrit vraiment les premières pages là sur ma lancée, et puis à un moment je me suis dit, bon, bah, est-ce que tu débrayes de cette voix, c'est-à-dire est-ce que tu reviens à une forme de narration après, à la troisième personne, plus descriptive? Je me suis dit, non, finalement c'est dommage, parce que bon, bah, je vivais bien avec lui, quoi, avec ce narrateur. Encore une fois, c'est une voix que j'avais bien en tête. Elle me faisait dire des choses. Si vous voulez, par exemple, je vais dans un lycée et il y a un des élèves qui me dit, mais pourquoi vous avez fait mourir la mère? Pourquoi elle est... Et je lui dis, elle est morte d'une phrase. Et c'est terrible à dire, hein, parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que j'ai écrit la phrase, là, la phrase où j'explique les circonstances, entre guillemets, atténuantes pour Fous. Et je l'ai écrite, c'est écrite en 2 minutes de temps, même pas. Et dans ces 2 minutes de temps, bah, j'avais acté le décès de la mère. Et je me suis dit, bon, ah oui, quand même. Et je me suis dit, mais je ne vais pas revenir en arrière. Enfin voilà, c'est comme ça. Donc voilà comment, si vous voulez, Par accident, en fait, elle est morte. Le roman s'est écrit, c'est-à-dire que bon, ce père m'a embarqué dans sa narration. Enfin, je veux dire, embarqué. Je me suis laissé vraiment. J'ai fait confiance, disons, à chaque fois au texte, quoi, en me disant, bon, ben. Et le fait est qu'à chaque fois, encore une fois, que je me suis remis à écrire, la voix est revenue. Et voilà, quoi. D'une certaine façon, de toute manière, le décès de la mère, il est important. Indispensable, puisqu'elle aurait pu sinon servir de bouée de sauvetage au père. Ce qui était intéressant, c'était aussi le fait qu'il soit confronté seul à son fils, avec personne pour le rassurer ou le soutenir. C'était quand même fondamental. Oui, non, c'est sûr. Bien sûr. Enfin, je veux dire, je pense que bon, elle aurait pu partir, elle aurait pu quitter le domicile familial. Bon, mais je pense que ça n'aurait pas été tout à fait la même chose. Mais bon, enfin, comme quoi des fois, enfin, je veux dire, vous êtes à la fois embarqué par ce que vous écrivez, quoi. C'est-à-dire que bon, à un moment donné, comme vous avez écrit ça, vous partez dans une direction.
il va se passer quelque chose de terrible qu'on ne révélera pas, mais qui va amener le père à être confronté à des situations qu'il ne pensait jamais vivre dans sa vie, comme assister à un tribunal. On disait tout à l'heure, on parlait de la déception et de jusqu'où ça peut aller, ça va très très loin. C'est plus de la déception à ce stade, il y a une vraie remise en question de son amour, et puis il y a la peur aussi de ce que ça peut faire au petit frère. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut peut-être sauver ce qui reste à sauver? Ouais, je ne sais même pas s'il pense ça à ce moment-là. Enfin, honnêtement, je pense qu'il est, il est dans un tel désarroi, dans un tel sentiment de honte aussi. Hein. Je crois qu'il y a ça aussi, hein, quand même. Que je ne sais même pas s'il pense encore. Il a le sentiment d'asson que, justement, à un moment, je crois d'ailleurs, il dit que quoi qu'il fasse, le petit frère, de toute façon, il ne pourra jamais rattraper la situation de son grand frère. Donc oui, mais c'était ça aussi, si vous voulez, qui m'intéressait, c'était de montrer que bon, le père, quand son copain de section lui annonce qu'il a vu son fils traîner avec les fachos, il a l'impression que le monde s'écroule. C'est-à-dire qu'il a l'impression que le péché originel a été commis et que bon, plus jamais on pourra revenir là-dessus. Bon. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que, bon, finalement, bon, souvent, on peut avoir ce sentiment que quelque chose d'irrémédiable a été accompli, et on se rend compte que non. Enfin, je veux dire, là, en l'occurrence, dans cette histoire, dans le dernier tiers de l'histoire, on voit bien que, bon, il y a bien d'autres événements qui sont beaucoup plus dramatiques, on va dire, et que, pour le coup, l'irrémédiable, bon... il était loin de ce que pensait être le père. Donc, c'était ça aussi, cette espèce d'illusion qu'on peut avoir de se dire, bon, bah, les choses sont fichues. Et montrer que, bon, ben, finalement, oui, elles le sont peut-être tout au bout, mais elles ne l'étaient pas quand tu pensais qu'elles les étaient déjà. En fait, le père se découvre des ressources d'amour qu'il ne se soupçonnait pas. Ouais, alors, mais ça arrive quand même vraiment tard. Hein. Alors, évidemment, j'ai envie à la fois de vous poser une question et puis de me contredire en la posant, parce que j'ai presque la réponse. J'allais demander pourquoi la Lorraine. Vous êtes originaire, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est quand même un contexte particulier, la Lorraine. C'est une région particulière. Est-ce que c'était aussi intéressant pour ça, c'est-à-dire le contexte, je parlais tout à l'heure du contexte sociopolitique, où il y avait vraiment un terreau intéressant à développer avec des personnages? Oui, il y avait, à partir du moment où, bon, enfin, comment dire, je suis revenu en Lorraine, finalement, parce que, bon, mes textes, jusqu'à présent, enfin, avant, ils ne se passaient pas en Lorraine. Ils se passaient au Pakistan, ils se passaient à New York, ils se passaient à Berlin, mais ils ne se passaient pas en Lorraine. Donc là, c'était mon retour en Lorraine, bon, par ce texte. Bon, ça m'intéressait parce que bon, j'avais quand même quelques images fortes de la Lorraine. C'est la lumière de Lorraine. Bon, ne serait-ce que ce terrain de foot. Bon, ce terrain de foot, il n'est pas loin d'ici. Hein. Là, pour le coup, je veux dire, avant que mes fils ne fassent du hand, ils ont fait pendant une année du foot et je les avais emmenés faire un stage au FC Metz, enfin, organisé par le FC Metz, mais qui était déporté ici, dans le coin, dans les alentours de Dèche, par là, mais bon, ça se passait alternativement en France et au Luxembourg. Et bon, donc je me suis dit, j'avais quand même, encore une fois, on revient toujours à cette première scène, cette scène, elle était là, enfin, elle ne pouvait pas être ailleurs, elle ne pouvait pas être à Alès ou je ne sais pas, enfin... Après, le roman, lui, pourrait très bien être ailleurs, c'est-à-dire il pourrait être dans une région, j'habite maintenant vraiment dans le sud des Hauts-de-France. Bon, objectivement, c'est une histoire qui peut tout à fait se passer aussi en Picardie, elle pourrait se passer dans le coin de Saint-Étienne. Bon, bon, j'ai dit dans une rencontre à Versailles, j'ai dit c'est le seul endroit où elle n'aurait pas pu se passer. Et bon, les personnes sont venues après me voir en me disant vous avez tort. Enfin, je veux dire, elle pourrait aussi se passer à Versailles. Bon,
Ok, disons que c'était moins évident. Non, mais évidemment que j'avais besoin d'une région qui soit un peu incarnée, quoi. Enfin, c'est-à-dire, bon, déjà qui me parle à moi, parce que bon, bah oui, je veux dire, même si je suis resté les 20 années quasiment à Metz. Enfin, j'ai très peu bougé de Metz, mais bon, voilà, c'est une région qui me parle. J'avais justement des copains de promo qui venaient quand même de tous ces coins dont on parle dans le livre, donc voilà, et puis bon, c'est une région de contraste. C'est ça aussi qui est intéressant. Ouais. C'était une région qui à la fois, je croit encore au système, c'est-à-dire, bon, se dit, on va y arriver. Bon, ok, on a la fin de la sidérurgie, on a la fin des mines, bon, mais on va y arriver. Bon, puis finalement, on se rend compte que bon, bah, les trucs de voiture, bon, bah, ça marche pas si bien que ça, mais c'est pas grave, on va se lancer dans l'électrique, et ainsi de suite. Bon. Moi, c'était ça qui m'intéressait aussi, c'était d'avoir une région qui soit quand même encore inscrite dans cette progression, et puis bon, bah, qu'elle ait cycliquement des grands coups de moins bien, de dépression. C'était aussi une région, bah, pour moi, encore une fois, je l'ai dit souvent, mais je crois fondamentalement, c'est une région pour moi qui est très accueillante. Enfin, je veux dire, et en même temps qui peut parfois quand même être complètement repliée sur elle-même, avoir des réflexes un petit peu bizarres. Bon. Moi, si vous voulez, j'ai quand même des éléments moi, qui m'a toujours le plus frappé, c'est bon, mon grand-père a quand même pas mal souffert de la guerre. Le jour où ma correspondante allemande de Lübeck est venue à la maison, je me souviens de l'accueil qui lui a été fait. Elle ne pouvait pas avoir meilleur accueil, quoi. Et vraiment, j'ai ce souvenir vraiment très fort, comme il était heureux, quoi, en fait. Heureux que ça se passe, quoi. Que ce soit possible. Que ça soit possible. Et c'était pas, pourtant, c'était pas donné. Hein, tout ce qui était revolver, tout ça, de cow-boy, de machin, était interdit chez mes grands-parents. Enfin, ils ne supportaient pas ça, en disant, bon, si tu avais vu, tu ne voudrais pas jouer avec ça. La mention même de guerre était interdite. La seule exception qu'il pouvait faire, c'était m'avoir emmené voir la Grande Vadrouille, quoi. Bon, mais sinon, c'était vraiment sujet complètement tabou, quoi. Je veux dire, le jour où ma correspondante allemande arrive, il y a un accueil extraordinaire, tout ça, et je me suis dit, bon, finalement, c'est... Bon, enfin, je me le suis dit peut-être qu'après, d'ailleurs, sur le moment, je ne sais pas si j'en ai vraiment pris tant conscience que ça, je me le suis dit certainement après, mais c'était assez beau, quand même, comme geste. Enfin, je veux dire... En parlant de contradiction, il y a un personnage qu'on n'a pas mentionné que je trouve vraiment très intéressant et qui me semble pas mal incarner toutes ces contradictions. C'est le personnage de Jackie, qui est cet ami, qui est le type sympa avec qui on aime prendre l'apéro, qui est là pour vous dans les moments difficiles. Est-ce qu'il représente bien Je l'aime beaucoup. Ouais. Je l'aime beaucoup, ce Jackie. Pourquoi? Parce que bon, bah, ouais, il a une certaine générosité, enfin il a une grande générosité. Bon, après il m'intéresse aussi parce que bon, finalement, bon, c'est lui qui va soutenir Fous jusqu'au bout, quand le père le fait plus. Bon. Et ça m'interrogeait aussi, enfin c'était une question qui m'interrogeait, de me dire, bon, est-ce que des fois c'est pas plus facile de soutenir l'enfant des autres? Parce que justement, il n'y a pas le poids presque de la honte ou de voilà. Est-ce que c'est pas facile d'être un peu plus héroïque finalement vis-à-vis de la progéniture des autres que de la sienne, quoi, en fait. D'autant qu'il n'a pas le problème de la culpabilité que pourrait avoir le père. Voilà, exactement. Non, mais et ça, bon, mais ça m'intéressait de travailler ça. Et puis bon, ce qui m'intéressait aussi, c'est que ce Jackie, finalement, alors pour le coup, lui, on ne sait pas pour qui il vote. Ah, voilà. Et ça, c'est très intéressant, en fait, parce que bon, on se rend compte que bon, le narrateur, à un moment, il se dit, mais au fait, bon, j'ai toujours cru qu'il était de gauche, mais bon, si ça se trouve, il vote pour Le Pen, et il n'en sait rien, quoi.
Et c'est un vrai mystère. Et bon, donc ça m'intéresse aussi Oui, et puis il a des petites phrases qui peuvent paraître ambiguës à un moment donné Ouais, sur oui, mais tu sais, enfin le fameux c'est plus compliqué que ouais, ça, hein. ouais, Mais effectivement, où encore une fois, il est dans cette réflexion de, enfin que c'est toujours quand même la même personne, c'est le même Jackie, comme Fous qui n'a pas changé. Et en fait, tout le roman est comme ça. C'est qu'à aucun moment, vous ne tranchez ou n'émettez de jugement à proprement parler en tant que Non, parce que narrateur. vraiment, encore une fois, ce roman, hein, il aurait pu ne pas être inscrit dans un contexte politique. C'est-à-dire que la déception du père vis-à-vis de son fils, elle aurait pu être manifestée, je ne sais pas, parce que le fils faisait du trafic de drogue, ou que le fils allait justement braquer un buraliste avec des copains pour lui faire sa caisse, quoi. Ça aurait pu être ça, finalement, la déception. Bon, je dirais que l'intérêt, en tout cas, en tant qu'écriture du livre, d'installer une déception davantage d'ordre politique, bon, bah, c'est que c'est un peu plus progressif, un peu plus doux. Puis justement, ça permet quand même pour vous, les lecteurs et lectrices, de pas tout de suite vous braquer contre les personnages. Je veux dire, si je mets un calibre dans la main de Fous et que je l'envoie braquer quelqu'un, bon, il a beau avoir, je veux dire, un bon fond, on va peut-être avoir davantage de mal à se dire, bon, bah, il est quand même pas mal ce gamin, quoi. Je veux dire, ça sera. Ceci étant, ça peut peut-être se tester, hein. Je veux dire, je vous dis ça, mais peut-être ça vaut le coup de tester un texte, là-dessus, quoi. Mais de voir jusqu'où on peut pousser la sympathie du lecteur. Oui, Voilà. et puis avec le choix d'un contexte politique, on est forcément moins tranché, puisque il y a des choses. Alors après, libre à chacun de considérer des choses défendables ou indéfendables, mais en tout cas, elles sont dans le débat. Or, quand il y a un braquage, il n'y a pas de débat. Exactement. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut dire du père de Fous, est-ce qu'on peut le juger, le caractériser, dire qu'il est faible ou lâche ou qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Bon, non, je pense que pour moi, c'est un homme qui est au contraire un homme fort. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours milité, qui est toujours engagé, qui a pas compté son temps. Je pense que bon, dans ses jeunes années, il n'a pas hésité à faire le coup de poing quand il fallait faire le coup de poing, s'il fallait faire le coup de poing. Mais là, c'est un homme fatigué, quoi. C'est-à-dire, c'est un homme, bon, je ne sais pas exactement quel âge il a, mais bon, on doit pouvoir le calculer, mais il est davantage fatigué. C'est-à-dire que bon, il est fatigué par la vie, par le décès de son épouse, par peut-être le fait que son fils maintenant lui prend de tête et que bon, voilà, quoi, il a un peu plus de mal avec ça et donc je pense que c'est surtout une fatigue que j'ai voulu dire plutôt qu'une lâcheté. Une fatigue et une sidération aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, encore une fois, ça lui tombe dessus. Il ne l'avait pas du tout anticipé. Et bon, c'est le cas justement quand vous êtes dans des états de sidération. Votre cerveau se déconnecte pendant un moment, fait des choses complètement bizarres, qui sont plus dans l'ordre normal des choses. Il y a un autre personnage qu'on n'a pas évoqué qui est celui de Jérémy. Jérémy qui est l'ami de Fous au départ. Hein. Ouais. Ils sont Ouais. très bons copains et qui va prendre ses distances. On ne sait pas trop pourquoi. Je pense qu'il prend ses distances parce que lui, voilà, il sait qu'il ne peut pas s'attacher comme ça avec un gars qui bosse plus assez bien en classe, quoi. Enfin, je pense que c'est ça aussi, c'est que bon, Jérémy, il a une ambition, il a ce qu'on dit aujourd'hui, un agenda, et voilà, pour le réaliser, lui, il sait que bon, il doit être toujours avec les meilleurs et non pas commencer à perdre son temps. Alors, il y a un certain égoïsme qui rattrapera par la suite, mais en tout cas dans le démarrage, je pense, de sa jeunesse,
il y a cette espèce d'égoïsme. Et ça aussi, ça m'intéressait de le dire, c'est-à-dire que bon, il y a à un moment donné, pour avoir cette réussite, il y a forcément une forme d'égoïsme à avoir, c'est-à-dire l'égoïsme de quitter sa région, l'égoïsme peut-être de quitter des gens qui ne vont pas aussi vite que soi. C'est un égoïsme qui se fait pas comme ça. Enfin, je veux dire, je pense qu'il n'est pas complètement neutre. C'est-à-dire que je pense qu'un Jérémie, après, il y réfléchit. Il se dit, bon, ok, voilà, est-ce que j'ai pas quelques dettes, quoi. Est-ce qu'il est question dans ce livre de déterminisme social ? Alors, bien sûr, enfin, il n'est pas du tout question de déterminisme social, il est question de déterminisme. Il y a dans ce livre les deux choses. Il y a, c'est-à-dire le libre arbitre, c'est-à-dire comment que chaque homme est maître de ses décisions, est maître de son action. Et en même temps, moi je suis quand même très intéressé par les faits du destin, c'est-à-dire que il n'y a pas quoi. Vous apprenez que vous êtes malade. A priori, alors effectivement, on peut toujours dire ah oui, mais tu fumais trop, tu buvais trop, ok, mais vous êtes malade, vous y êtes pour rien, quoi. Enfin, je veux dire, ça vous tombe dessus, donc moi, ça m'intéresse toujours de voir comment la vie, elle peut aussi, basculer comme ça. On a beau la construire, tout ça, comment un certain nombre de faits qui s'imposent à vous, qui s'abattent, on pourrait presque dire, à vous, sur vous, peuvent quand même redistribuer les cartes. Et puis, je suis fasciné par les minutes, un peu les minutes où tout va compter, où à quelque chose près, ça aurait pu être complètement différent. Et ça, c'est assez fascinant. C'est de se dire, il le dit d'ailleurs, le père, à un moment, il dit, finalement, ma femme, on s'est croisés à la maison des jeunes, à quelques minutes près. On se voyait pas parce qu'on n'était pas du même village. Et puis, elle était là, un peu par hasard et machin, quoi. Ça, moi, ça m'a toujours fasciné, ça. À quoi ça tient ? À quoi ça tient ? Et en même temps, je reste quand même quelqu'un qui me dit, normalement, on a chacun les ressources, le devoir de conduire un peu notre avenir. Mais force est de reconnaître que vous avez beau le conduire, des fois, ça veut pas, quoi. Oui, d'autant que là, on a deux frères et deux destins différents. On a un grand frère qui est fou, c'est un Gilou qui, lui, va partir pour Carnot à Paris. Enfin, on est dans l'antidéterminisme quelque part. C'est-à-dire que là, ce sont des choix aussi qui sont faits. Oui, ce sont des choix qui sont, d'ailleurs, encore une fois, des choix un peu douloureux. Hein. C'est-à-dire que le fait de partir à Paris, c'est pas un choix si évident que ça. C'est grâce d'ailleurs au grand frère qui va pouvoir se produire. Alors, j'aimerais, tout en essayant encore une fois de protéger un petit peu l'intrigue, qu'on s'arrête un petit peu sur la scène du procès, du tribunal, que personnellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vous prenez le temps, en tout cas le narrateur prend le temps, de s'attarder sur des expressions, sur ce que pourrait penser tel ou tel juge, etc. Il y a vraiment tout un... vous décortiquez ce tribunal d'une façon assez rare. Et j'aimerais savoir, d'abord, comment est née l'écriture de ce texte ? Est-ce que vous avez vécu ça de l'intérieur, dans le sens que vous êtes rendu dans un tribunal ? Est-ce que vous l'avez imaginé ? Alors j'ai eu l'opportunité, je ne peux pas dire la chance, l'opportunité d'assister à une audience d'assises. Et c'était dans le cadre d'un échange que j'avais organisé à l'époque. J'étais tout jeune chez Air France et j'organisais, je m'occupais de communication, et j'organisais un échange entre le ministère de la Justice et Air France. Parce qu'à l'époque, on avait quand même pas mal de nos employés qui se retrouvaient au tribunal de grande instance de Bobigny. On s'était dit que ce serait pas mal de mieux se comprendre. On en apprend des choses aujourd'hui. Pardon ? On en apprend des choses sur Air France aujourd'hui. Oui, non, mais il y avait... on a eu comme ça une période où c'était assez triste.
Et bon, on avait organisé ça sur plusieurs jours. Et bon, en l'occurrence, le dimanche, ils nous avaient laissé le tribunal pour nous, donc on avait pu faire comme si on était au tribunal pour défendre nos propres sujets de business. Mais en tout cas, pendant les 2 premiers jours, on avait vu un certain nombre de procès. J'avais vu donc le démarrage d'un procès d'assises. Bon, et bon, on en parlait tout à l'heure, un petit peu, bon, vous ne pouvez pas l'oublier. Vous ne pouvez pas l'oublier, enfin, c'est-à-dire que, je veux dire, quand vous voyez rentrer l'accusé dans la salle, pourtant c'est une jolie salle, c'est une salle qui est toute claire, du bois blond, bon, donc, elle n'a rien de glauque. Mais quand vous voyez rentrer cet homme, bon, quel que soit, je dirais, le crime qu'il ait commis, vous vous dites, waouh, comment on peut supporter ça? Enfin, je veux dire, je ne sais pas quelle est l'étape de plus qu'on peut supporter en tant qu'homme, honnêtement, que de rentrer dans une salle quand vous avez tous les regards braqués sur vous et que vous y rentrez pas quand même pour... enfin, vous savez pourquoi vous y rentrez. Enfin, je veux dire, c'est... Et il y a un silence qui est un silence terrible. C'est-à-dire, en fait, je pense que vous avez le temps de détailler tout le monde parce qu'il y a, finalement, il y a pas mal de silence. Ça ne se fait pas au pas comme ça, pas de charge. Il y a un temps assez long pour tout. Mais justement, ce temps, il vous permet de prendre la mesure un peu ben voilà, que vous vivez quelque chose de... Et en ça, d'ailleurs, les pièces de théâtre qui retracent des procès montent un petit peu. Parce que bon, il y a toujours une tension. Une tension, et puis bon, c'est dû au formatage aussi pour que ça soit... Mais finalement, le vrai temps, je trouve que c'est un temps beaucoup plus long, avec des gens qui se regardent. Avec ou qui se regardent pas, qui regardent voilà leurs chaussures. Bon, enfin, c'est très spécifique. Et bon, ma meilleure amie donc là qui est maintenant donc présidente de cours, qui a fait ça en fin de carrière. Bon, je m'étais demandé si j'allais la revoir, tout ça pour assister à des audiences. Puis bon, je me suis dit que ça allait me casser mon écriture, c'est-à-dire que j'allais en reprendre pour plusieurs semaines si je commençais à vouloir m'intéresser, à me documenter sur l'aspect tribunal. Bon, donc j'ai fait confiance à mon souvenir en me disant, bon, j'avais vraiment envie de le terminer, le livre, parce que bon, c'était quelque chose jusqu'alors que j'avais écrit très vite. Donc, je n'avais pas envie de perdre cette vitesse-là. Donc, bon, je me suis dit, tant pis. Bon, elle m'a dit que c'était pas mal, honnêtement, que je n'avais pas dit trop de bêtises, au contraire même. Mais du coup, vous vous êtes attaché effectivement à cette ambiance, plus qu'aux prévenus, plus qu'à sur quoi on s'arrête habituellement quand il est question d'un procès, c'est-à-dire la victime, le bourreau, les parents de la victime. Là, on est beaucoup sur cette ambiance, sur la honte, sur la culpabilité, mais aussi sur l'ennui. Y compris sur comment je dois me tenir, quoi. Enfin, presque, qu'est-ce que je dois porter pour y aller. Et ça m'a toujours... c'est quelque chose qui m'a toujours aussi fasciné, c'est le fait que vous êtes parfois dans des situations absolument dingues, très tendues, tout ça, et puis vous pensez à des choses qui sont vraiment complètement anecdotiques. Et pourtant, cette anecdotique vient quand même vous pourrir le cerveau. C'est un peu d'ailleurs la scène qu'on a à un moment à l'hôpital, où le père, alors que son fils, bon, il est quand même à l'hôpital et c'est quand même assez grave, bon, il est en train de se dire, bon, mais est-ce que l'autre, il va avoir son train, quoi. Hein, et ça, moi, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, je l'ai déjà vécu, ça. C'est-à-dire, vous êtes dans quelque chose qui est quand même assez grave, et puis, je ne sais pas, vous êtes traversé d'un truc qui est vraiment mineur, et pourtant ça, voilà quoi, ça vous traverse quand même. Et dans ce tribunal, bon, le père, il vit tout, quoi. Enfin, il vit, ne serait-ce que comment il doit, qu'est-ce qu'il va devoir dire, comment il doit se tenir. Bon, oui, il y a beaucoup de choses comme ça. Oui. Dans un instant, je vais prendre des questions dans la salle. Je vous préviens pour préparer psychologiquement parce qu'en plus, vous allez devoir vous lever pour venir au micro. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé des silences, ce qui me ramène à la construction du texte. Il y a quelques ellipses
dans ce livre, qui, à mon sens de lectrice, font aussi la force de ce livre. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait délibérément comme une structure, on va dire, réfléchie d'écrivain, ou est-ce que c'est venu naturellement parce qu'il y avait des choses qui étaient indicibles? Non, disons qu'il y avait vraiment un terme que j'avais en tête qui était que je voulais terminer le livre avant une certaine période pour une très bonne raison, c'est que bon, à l'époque j'étais pas mal à Amsterdam et je savais que j'allais bouger de poste. Et je me suis dit, bon, si au moment où tu vas changer de poste, tu n'auras plus la tête au livre. Enfin, c'est-à-dire que ça va être suffisamment compliqué de revenir d'Amsterdam, me réinstaller à CDG, tout ça. Donc bon, tu n'auras plus la tête au livre. Et puis bon, j'avais aussi un créneau qui est très très important, c'est le créneau de mon épouse, qui est ma première relectrice. Et elle est très très busy, mon épouse. Bon, donc je veux dire, elle est toujours surchargée. Et le soir, elle est tellement surchargée que de toute façon, elle ne lit pas parce qu'elle s'endort immédiatement. Donc d'ailleurs, c'est très très vexant quand vous lui donnez vraiment hein, la quintessence de votre activité littéraire et que bon, vous la voyez s'endormir sur 2 pages et vous dites bon, bah, ça ne doit vraiment pas être passionnant parce que bon, donc bref. Et là, donc j'avais un créneau. Ma femme était en vacances et je me suis dit bon, si vraiment je veux arriver à lui donner le texte, il faut que je me dépêche un peu. Et donc, bon, les ellipses, je me suis dit, bon, je vais d'abord travailler les scènes essentielles, donc c'est-à-dire effectivement toutes les ellipses de la fin, là, bon, l'enchaînement assez rapide des choses. Et je me suis dit, bon, tu auras toujours le temps après de remettre le ciment qui va bien entre ces différentes scènes. Bon, et puis finalement, je lui ai passé comme ça. Elle m'a dit non, mais ça fonctionne très très bien. Enfin, tu n'as absolument rien besoin de rajouter. Et puis bon, j'avais quand même encore, parce que bon, ma femme n'est pas une éditrice, quoi. Donc bon, je veux dire, elle est sans pitié, mais c'est pas une éditrice. Et après, quand je l'ai passé de toute façon à mon éditeur, à Pierre Fourniot, bon. Je lui ai reposé la question. Je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'il faut qu'on renourrisse un petit peu quand même la fin? Il me dit, non, non, on laisse comme ça, c'est très bien. Donc, bon, je me suis dit, bon. Donc en fait, les ellipses sont presque un accident heureux. C'est presque, ouais, c'est presque un accident heureux. Non, mais vraiment, enfin, je veux dire, il faut vraiment vous dire que effectivement, la fin de mon roman, ce qui explique donc je vais pas au tribunal revoir des trucs, j'écris quoi. Je me dis bon, et encore une fois parce que bon, ouais, pour avoir écrit depuis 10 ans, c'est pas tous les jours où votre texte il vient aussi bien quoi. Enfin, c'est-à-dire que là, le texte il venait bien. Encore une fois, chaque jour. Je me mettais devant la table, ça venait. Donc bon, je veux dire, quand vous êtes dans une bonne veine comme ça, bon, bah, finalement, vous essayez de l'utiliser jusqu'au bout. Et du coup, vous l'avez écrit en combien de temps, Ce qu'il faut de nuit? Bah, j'ose pas le dire parce que bon, après, non, parce que je me souviens de ma première interview radio, j'étais avec Lola Lafont et sur Inter et je crois que c'est la première question que la journée Karine Becker lui pose. Elle lui dit vous l'avez écrit en combien de temps non, c'est Lola Lafont qui dit bon, écoutez, moi, vous savez, les livres, de toute façon, je les écris pas comme ça. Ça me prend 3 ans. Ça me prend 3 ans. Et là, je me dis bon, alors là, Laurence, surtout, tu joues pas au héros en train de dire ah non, mais moi, je l'ai écrit. Mais la vérité, c'est que je l'ai écrit en quelques semaines. Enfin, je l'ai écrit, ouais, vraiment en quelques semaines. Ouais, il a été. Mais encore une fois, c'est pas la règle. Enfin, je veux dire, je rame sur bien d'autres textes qui me prennent bien plus de temps. Mais là, en l'occurrence, celui-ci. Non, mais ça n'est pas honteux, surtout quand le résultat ressemble à ça. Laurent Petit-Mangin, tout va bien. Voilà quoi. Alors, justement, ce qu'il faut de nuit. C'est quoi? C'est ce qu'il faut de ténèbres dans la vie de quelqu'un? C'est ce qu'il faut de cheminement, peut-être, avant de comprendre. En l'occurrence, pour le père, je pense que c'est tout à fait ça. C'est ce qu'il va lui falloir de cheminement, de doute, de ténèbres, avant de se rendre compte qu'il aime son fils, enfin, profondément.
On peut d'ailleurs le dire aussi pour le fils aîné, enfin, dans une autre expression, mais ça peut être ça aussi. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, ce que je propose, c'est que si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main. Moi, je vais en poser une autre à Laurent. Est-ce que vous travaillez sur un prochain roman? Et est-ce que, si c'est le cas, vous restez dans la région ou est-ce que vous partez vers d'autres horizons? Tout à l'heure, vous avez parlé de choses plus exotiques. Non, je reste pas dans la région. Bon, il y a un texte où la région est pas dite. Bon, donc bon, on peut imaginer qu'elle est en France. Bon, les prénoms des personnages sont plutôt des prénoms français. Mais bon, disons que c'est pas une région qui est. Enfin, la région pour le coup n'a pas d'importance en tant que. Elle a une énorme importance, mais pas dans sa dimension, on va dire, administrative, quoi. C'est pas. Donc voilà, c'est un texte qui est qui est écrit comme ça. J'ai un texte sur Berlin, alors qui devrait voir le jour. Je ne sais pas encore quand, enfin, mais bon, bref. En tout cas, ça se passera à Berlin. Et puis bon, on parlait en démarrage de rencontres, des premières scènes. Là, moi, j'ai une première scène qui, maintenant, qui devient de plus en plus prégnante, qui est une scène au Bangladesh. Pour le coup, j'y ai vécu, donc mais une scène dans un club international, tout petit, tout vraiment pas terrible, inondé de soleil, cours de tennis vers midi, et vous avez les gens qui font le rituel, le seul truc qu'il y avait à faire au Bangladesh pour les expats le vendredi, le jour de congé, c'était de jouer au tennis. Sur un mode, où vous jouiez, celui qui gagnait le set avait le droit de rester, mais il ne pouvait pas rester plus de 3 matchs. Et ça se jouait en 4-7 gagnants. Et je pense que cette première scène, écoutez, vous verrez un jour si ça sort, mais en tout cas, il y aura cette scène où vous avez quelqu'un qui observe, voilà, on va dire les expats se suer sous le soleil, en train de faire leur match de tennis sur sur un cours vraiment horrible, mais voilà. C'est drôle parce que je repense à ce que vous disiez tout à l'heure à propos justement de cette première scène déterminante pour l'écriture. C'est presque comme un photographe, en fait. Oui. C'est comme si vous saisissiez un cliché et qu'après vous racontiez l'histoire du cliché. Oui, je fonctionne beaucoup j'aime beaucoup la photo. On parlait de lubie, voilà. Avant un moment, voilà, j'ai acheté des objectifs, des trucs. Donc oui, en tout cas pour la première scène, c'est important que je la visualise très bien. Et là, vous voyez, on est vraiment là au démarrage de l'écriture, c'est-à-dire que j'ai a priori en tête, je commence à avoir 2 personnages qui se dessinent, mais je ne sais pas encore ce que je vais leur faire, quoi. Je ne sais pas encore comment ça va se combiner. Et puis encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, je préfère 3 personnages, donc je ne sais pas quel va être le 3e. Donc tout ça se travaille. Et je sais objectivement pas quand je vais commencer à m'y mettre là-dessus. Je pense que j'attends au fond de moi-même. La première scène, je vous l'ai dit, je l'ai en tête, je pense que je pourrais l'écrire là ce soir. Mais je pense que j'attends d'avoir un petit peu plus quand même de matériel dans la tête pour pouvoir... Parce qu'une première scène, en principe, c'est assez sympa. Vous arrivez à écrire au moins dans votre foulée 10 à 15 pages. Donc il ne faut pas le gâcher. Et dans ce cas-là, il vaut mieux avoir un peu de matériel dans la tête quand même, quoi. Vous parliez tout à l'heure du challenge que ça a été pour vous d'écrire un peu par esprit de compétition, etc. Aujourd'hui, avec l'accueil qu'a reçu ce livre, qui est quand même assez exceptionnel, on l'a dit, plusieurs prix, et puis enfin des lecteurs, des critiques magnifiques aussi dans la presse, qu'est-ce que ça fait quand tout d'un coup on se met une espèce de défi comme ça et que dès le premier roman, on a cet accueil? C'est un soulagement. C'est un soulagement.
Bon, en l'occurrence, bon, pour plein de choses, bon, il y avait, bon, là encore, on était un peu pressé par le temps. Enfin, il y avait, bon, c'était pas mal que, voilà, que certaines personnes puissent voir que le livre, voilà, fonctionne. Bon, c'est un soulagement parce que bon, vous vous dites, bon, ben, par exemple, chez moi, dans ma famille, mon épouse, ça va. Enfin, je veux dire, mais moi, mes enfants me considèrent pas du tout comme un auteur. Je veux dire, bon, ils ont raison d'ailleurs. Enfin, je veux dire, j'en suis qu'à mon premier livre, mais je veux dire, il y a une vraie, bon, ok. Enfin, je veux dire, ils s'en moquent. Ils l'ont pas lu du coup? Si, peut-être quand Si. même. Mais par exemple, je suis à peu près sûr qu'ils savent pas où je suis aujourd'hui là. Enfin, ça, c'est pas le problème d'être un auteur ou pas un auteur. Si. Bah non, mais quand même. Enfin, je veux dire, ils pourraient, bon, suivre ça. Bon, ouais. Et donc, je me dis, bon, bah, les articles de presse, tout ça, bon, bon, oui. Alors, quand vous avez des interviews, tout ça, ça, petit à petit, quoi. Mais vous avez le sentiment qu'en fait, il va en falloir beaucoup pour que, Pour y croire? pour qu'ils y croient. Enfin, et je crois pas d'ailleurs que, ouais, ils y croiront. Je pense que voilà, ils m'ont toujours vu comme travaillant chez Air France, et pour eux, ça leur semble un petit peu, ouais, incongru presque de ça. Donc voilà. Donc, mais d'un point de vue, je dirais d'un point de vue personnel, bon, bah, il y a, oui, il y a une espèce de soulagement. C'est-à-dire que bon, le prix Stanislas, par exemple, bon, bah. Je vous ai raconté quand même comment ça s'est passé. Bon, donc bon, le bouquin il sort le 20 août. Bon, donc le 20 août, je démarre ma journée chez France Inter avec la fameuse Lola Lafont. Bon, c'est après beaucoup suivi de trucs. Bon, donc vous démarrez la matinale de France Inter, je vous promets que vous ne dormez pas de la nuit. Enfin, je veux dire, j'avais pris un hôtel, bon, pas trop loin de la maison de la radio. Bon, à 4 heures du matin, je m'étais réveillé. Et bon, vous ne rendormez plus, vous êtes tellement dans le truc. Je sors de la maison de la radio. Bon, ça s'était plutôt bien passé, enfin, à mon sens. Bon, ok. Et je me dis, tiens, je vais aller voir quelques librairies. Bon, alors là, vous redescendez tout de suite sur Terre. Bah, c'est-à-dire que votre livre, il n'y est pas dans les librairies. Hein. Je veux dire, bon, bon regardez. Ah non, bon, bah, il n'y est pas. Et puis à midi, bon, Camille, l'attaché de presse, m'avait dit, bon, bah, c'est à midi la délibération du Stanislas. Bon. Et là, j'ai donné mon téléphone portable, je suis allé manger une pizza, prendre une énorme bière, et j'ai filé mon téléphone portable au Pizzaio parce que de toute façon, il était déjà déchargé, et j'ai dit, bon, vous le gardez, je veux manger ma pizza tranquillement, quoi. Et à un moment, donc, bon, j'étais bien, enfin, j'avais complètement oublié tout. J'étais en train de siroter ma bière, là, tranquillement. J'avais fini ma pizza, il en restait plus de miettes. Puis à un moment, il me dit, vous voulez peut-être quand même votre téléphone. Je dis, ah, oui, oui, oui. Et je le prends. Et là, il y avait Jean-Christophe Ruffin, enfin, un numéro 06 qui que présidait je connaissais pas, le prix. qui présidait le jury, qui m'avait... Ah oui, je me souviens, on n'arrivait pas à vous joindre, c'est vrai. Et donc, bon, et quand on vous annonce comme ça, bon, que vous avez gagné un prix, bon, bah déjà, vous pensez aux gens qui l'ont eu avant vous, bon, et vous dites, bon, bah, c'est pas mal, quoi. Enfin, je veux dire, bon, je viens me mettre dans cette liste, bon, c'est assez sympathique, quoi. Donc c'est ça, enfin, il y a un côté, bon, pour la personne assez compétitive que je suis, bon, c'est forcément... mais au-delà de ça, c'est presque plus un soulagement, parce que, bon, bah, je veux dire, j'ai quand même maintenant, je vais avoir 56 ans, bon, je veux dire, j'ai pas non plus si vous voulez, une carrière... donc voilà, quoi, il y a aussi l'effet du temps qui joue, quoi, une espèce de soulagement de me dire, bon, bah ok, ça, c'est bien. Ça avait du sens, ça Ouais. valait le coup d'y Ça valait, aller. voilà. Ouais. Et du coup, ça vous a galvanisé pour continuer? Ou vous Ah oui, auriez oui, continué? oui, non, bien sûr, non, mais ma prochaine lubie va attendre un petit peu. Je veux dire, je vais un peu... ouais. Toujours pas de questions dans la salle? Ah, mais c'est formidable. Oui, alors je vais laisser gérer. Voilà. Ouais. Bonjour, bon, merci pour cette discussion. Je voulais vous poser la question, est-ce qu'on ne vous a pas déjà reproché que vos personnages sont un peu trop gentils?
Moi, je les trouve un peu trop gentils, les ados qui font toujours la vaisselle et font la table sans qu'on leur demande. L'ado qui se lève le matin pour aller au foot sans qu'on frappe une deuxième fois à la porte. Tout le monde est un peu tout gentil, je trouve, dans votre livre. Ouais, peut-être. Enfin, bon, en l'occurrence, ça existe. Il y en a. Ça existe. Non, mais bon, je crois que ce sont des gamins bien élevés, quoi. C'est-à-dire, enfin, il y a eu beaucoup de cadres, si vous voulez, sur eux. Et bon, leur côté rebelle, bon, il va s'exprimer bon, différemment. Bon, en l'occurrence pour l'aîné, il va s'exprimer quand même, hein, ce côté rebelle. Mais j'avais pas envie de tomber à l'inverse, si vous voulez, dans l'ado qui fait sa crise d'ado, parce que bon, bah, ça a déjà été traité. Bon, et encore une fois, ça existe. Enfin, je veux dire, bon. Enfin, ils font quand même des choses. Enfin, certains font quand même des choses assez terribles. Hein. Enfin, je veux dire, j'espère qu'aucun dans la salle va aller jusqu'au bout de ce que fait l'un. Hein, oui, puis on parlait de la complexité aussi de Jackie, hein, parce qu'effectivement, Jackie en surface, il est sympathique, mais est-ce qu'il est aussi sympa qu'il en a l'air? On le saura jamais. Bon, encore une fois, bon après, je veux dire, moi de toute façon, c'était un peu aussi un postulat quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit ne tombe pas dans essaye de garder justement ce côté sympathique. Enfin, je veux dire, encore une fois, parce que bon, il y a quand même des gestes assez condamnables hein, qui sont faits en tout cas par l'un des protagonistes. Bon, et peut-être même aussi on peut aussi condamner aussi l'attitude du père aussi. Et je me suis dit bon, mais pour autant, bon, essaye de le contrebalancer par un côté bon où voilà quoi, ils sont pas complètement détestables tout de suite parce que sinon ça rendait la tâche un peu trop facile. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, je crois? Bonsoir, merci. Bonsoir. C'est très gentil d'être venu en tant que Lorrain à Luxembourg. Et en même temps, je me permets de poser une question justement sur la Lorraine. Parce que d'après ce que je comprends, votre histoire, que je ne l'ai pas lue, pourrait se dérouler ailleurs qu'en Lorraine. Oui. Mais permettez-moi de vous accrocher un peu sur la Lorraine et de vous demander si vous dites ce qu'il faut de nuit, est-ce qu'il y a un lien quelconque avec votre expérience d'enfant en Lorraine? Est-ce que les images que vous avez vues dans cette région ont-ils une influence sur ce titre? Et comment est-ce que pouvez-vous nous dire un peu ce que la Lorraine signifie pour vous? Merci. Merci. Bon, bien sûr qu'il y a des éléments. Hein, je l'ai dit, j'ai quand même un certain nombre d'images, qui restent très vivantes de la Lorraine. Ça peut être les promenades que j'ai pu faire avec mon grand-père. Ça a pu être bon, le fait d'aller voir mon père passer avec son train sous un pont bien particulier où il donnait l'heure à laquelle il allait passer. Donc j'y allais avec ma mère, avec ma petite sœur, et bon, on était sur la passerelle et on le voyait passer en dessous de nous. Il foutait un grand coup de klaxon. Bon, donc il y a évidemment bon, un certain nombre d'éléments, si vous voulez, qui sont sur cette région. C'était difficile. Bon, d'écrire sur la Lorraine, c'est un peu difficile parce que bon, c'est beaucoup plus facile d'écrire sur New York. Bon, parce que bon, bah, finalement, on va pas venir vous reprocher bon, quelques inexactitudes ou bon, d'avoir, je sais pas, dépeint les New-Yorkais d'une façon. Bon, je veux dire, les Lorrains, c'était quand même, je m'attachais à quelque chose d'assez sacré finalement. Bon, j'ai encore de la famille qui habite. Bon. Donc, c'est-à-dire ça me mettait dans un état d'écriture exacerbé. C'est-à-dire par rapport à écrire, encore une fois, à délocaliser votre action ailleurs, dans un coin que vous ne connaissez pas. Bon,
Et pour autant, vous voyez, je me suis mis dans une région bon, finalement que j'ai assez peu, dans laquelle que j'ai vu uniquement au titre de loisir, quoi. Je veux dire, j'ai pas vécu dans le coin où j'ai installé mes personnages. Mais en même temps, bon, voilà, ça vous crée finalement presque une émotion tout de suite de vous mettre dans votre région une espèce de responsabilité, de vous dire bon bah allez là, ok, il faut que tu en fasses quelque chose de bien, quoi. Donc bon, c'est ça en fait, mais pour le coup, vous attendez avec beaucoup d'inquiétude la sortie du livre. Enfin, c'est-à-dire les premiers retours justement des gens de la région. Je vous promets que vous l'attendez avec d'autant plus de difficultés. Bon, mais encore une fois, enfin, je veux dire, je pense que mes autres textes ne seront pas forcément en Lorraine, quoi. Enfin, je n'ai pas besoin, disons, de m'en créer. Là, j'avais besoin, je ne sais pas pourquoi, parce que c'était comme ça, parce qu'il y avait peut-être quand même des éléments assez personnels, bon, bah, qui étaient plus simples à remettre, si vous voulez, dans ma région, que si je les mettais complètement ailleurs. Mais merci beaucoup pour cette présentation. J'avais plus une question sur les conditions d'écriture et comment vous avez pu marier ça aussi avec votre activité professionnelle. Est-ce que vous faites ça sur le temps libre, le soir, prenez des congés? Comment c'est fait concrètement? Oui, bah, non, mais si vous voulez, moi j'ai une écriture assez efficace, je pense. Enfin, bon, sauf, bon, je disais tout à l'heure, je suis en train d'essayer de faire un scénario. Là, je suis pas très efficace du tout. Ça fait depuis 6 mois, là, enfin plusieurs mois en tout cas que je suis dessus. J'écris 40 minutes sur des temps courts. Donc, bon, 40 minutes, c'est un bon format. Et j'écris sur un petit carnet et un crayon. Et j'écris assez vite, bon, quitte à mettre des abréviations, mais pour avoir vraiment le flux de la scène qui arrive. Donc ça, par exemple, je vais faire ça le matin au petit déjeuner, où je vais jouer mon sauvage au lieu d'aller déjeuner avec les collègues. Bon, je vais aller déjeuner tout seul à la cantine et je vais mettre ça, bon, parce que j'ai eu une scène qui m'a bien traversé l'esprit et bon, il est important de la capter tout de suite. Il n'y a rien de plus frustrant, si vous voulez, que d'avoir une fois une super scène en tête et puis vous vous dites bon mais c'était quoi exactement et vous l'avez plus là. Bon. Donc quand vous l'avez, en principe, il ne faut pas attendre, il faut donc la mettre tout de suite sur le papier. Après, je repasse le soir sur ordinateur et je vais reprendre donc ce papier et bon là je vais dans un premier temps la remettre pour quasiment texto sur l'ordinateur et là après je vais faire je sais pas une vingtaine de relectures. C'est-à-dire que je vais la relire à voix haute, à voix basse, je vais la relire dans toutes les formes que Word, le logiciel, permet, c'est-à-dire en mode texte, en mode 2 colonnes, en mode 1 colonne, en mode classique. Bon, parce que à chaque fois que vous allez le lire dans un format différent, le texte il va vous apparaître différemment. Et je travaille là-dessus, c'est-à-dire que du coup, je vais travailler sur les adverbes, par exemple. Je vais me dire, bon, est-ce que cet adverbe sert à la compréhension de la phrase pour le lecteur? Sinon, si on peut finalement lire la phrase sans avoir besoin de l'adverbe, bon, je vais plutôt l'enlever. Puis je vais m'amuser à changer la phrase, mode actif, mode passif, bon, peut-être, bon... mais ça, à la limite, c'est très simple. Enfin, je veux dire, c'est très simple. C'est un peu long comme travail. Ça, vous pouvez passer facilement ouais, une bonne heure, 2 heures le soir. Bon, et vous voyez pas le temps passer parce que bon, c'est pas difficile. C'est-à-dire le plus dur, c'est vraiment de capter votre idée. Et quand j'écris le matin ou à midi, bon, c'est vraiment ou dans l'avion ou dans le train, c'est vraiment a priori des choses sur lesquelles je reviendrai pas. Donc j'écris pas le matin en me disant noirci, puis bon, on verra bien ce soir si tu en retires quelque chose. Non, quand j'écris le matin, j'écris vraiment en me disant c'est quelque chose qui va rentrer dans le livre. Peut-être pas dans cette forme-là, ça va être dans une forme plus élégante, peut-être tout ça, mais en tout cas, ce que j'écris le matin, c'est la matière de ce que j'aurai le soir. Ça veut dire que vous réservez du temps d'écriture le matin avant d'aller travailler et ouais, mais encore une fois, ça, pendant la pause. Quand je dis 40 minutes, ça peut même être 20 minutes, ça peut être bon. Là, j'avais une réunion, une rencontre en lycée. Bon, la classe était finalement c'était la récréation, machin.
Dans la voiture, parce que bon, c'était pour aller en Normandie, j'avais eu pas mal de trucs qui m'avaient traversé l'esprit. Bon, je me suis dit, tiens, là, tu as un quart d'heure. En un quart d'heure, j'avais fait un super truc. Enfin, vraiment, j'avais vraiment un passage. Et encore une fois, bon, le soir, j'étais content de l'avoir parce que bon, il était bien écrit. Enfin, il était écrit et il n'y avait plus qu'à le polir, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Voilà. Je n'ai pas posé la deuxième question parce que je me suis dit je suis trop petite pour le micro. Et j'avais très envie parce que je me disais vous avez parlé de frustration, pas une question, mais c'est pas possible. Bon, entre-temps, il y en a beaucoup qui sont levés et surtout le dernier jeune homme parce que j'ai entendu dire que scientifiquement, d'écrire avec un crayon, c'était beaucoup mieux que l'ordinateur. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, mais j'aime bien les deux. Vraiment, et encore une fois, les deux sont assez complémentaires. C'est-à-dire que, quand vous voulez... Bon, je tape assez vite à l'ordinateur, mais par exemple, à l'ordinateur, je ne sais pas taper avec des fautes. C'est-à-dire que dès que je vais faire une faute, je vais voir la corriger. Donc ça vous arrête tout de suite. Alors que bon, sur papier, je vais écrire sans faute. En tout cas, elles ne vont pas me gêner autant. Et je vais faire des abréviations et tout ça. Donc, je pense que les deux sont très bien. Les deux, parce que bon, sur papier, vous allez déjà voir le rythme un peu de votre phrase, de votre écriture. Des fois, je veux dire, vous êtes quasiment essoufflé, je veux dire, d'avoir écrit. Vous sentez presque que le. Oui, voilà, mais c'est ça. Corporellement, vous avez quelque chose. Oui. Alors que là, vous l'avez pas. Mais bon, encore une fois, après, l'ordinateur, vous pouvez, surtout sur les nouveaux traitements de texte, là, vous pouvez vraiment quand même vous faire plaisir, c'est-à-dire vraiment quasiment le resimuler comme s'il sortait en livre, quoi. C'est-à-dire vous pouvez vraiment remettre la taille de colonne comme dans un vrai livre, tout ça. Donc ça vous donne quand même aussi après, vous pouvez tout de suite vous dire, tiens, voilà, c'est comme ça que le lecteur ou la lectrice va le lire. Bon, donc c'est pas mal. Ça vous fait, par exemple, sur ordinateur, autant sur papier, par exemple, je peux avoir plein de répétitions. Sur ordinateur, sur ordinateur, vous les voyez tout de suite. Et notamment si vous variez vos modes de vue, quoi. Bon, en tout cas, je vous souhaite beaucoup un futur formidable. Mais il doit y avoir du stress quand vous êtes révélation littéraire. Pour le prochain. Alors, oui, pour les prochains, oui. Non, mais vous savez, plaisanterie mise à part, il y a évidemment du stress parce que, bon, la première fois que vous envoyez votre livre, quand vous envoyez votre livre à des éditeurs que vous ne connaissez pas, il y a... Bon, c'est un peu fastidieux, c'est un peu onéreux, mais bon, il y a un petit côté, bon, vous allez à la poste avec vos paquets, machin. Bon, mais finalement, il n'y a pas de vraiment, c'est absolument pas teinté de fierté ni quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'amour-propre qui rentre là-dedans. Vous envoyez, c'est complètement neutre. Vous allez recevoir des réponses négatives. Bon, voilà, tant pis. Enfin, quand vous avez un éditeur, que vous lui envoyez après coup, donc vous avez écrit un premier texte, vous lui renvoyez des textes, c'est complètement différent. Vous avez un stress qui est décuplé, parce que bon, c'est un peu comme quand vous le faites lire, quand je le fais lire moi à ma femme, suivant ce qu'elle va me dire, je vais peut-être pas aller plus loin. Enfin, je veux dire, moi, elle m'a fait, il y a un texte, bon, je l'ai même pas proposé à un éditeur, parce qu'elle m'a dit non, j'aime pas. Bon, et je me suis tenu à son avis, enfin en me disant, bon, ok, j'y reviendrai peut-être un jour, pour l'instant, je le laisse. Et un autre démarrage que je lui avais donné en lui disant, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a dit, non. Voilà. Et votre éditeur, c'est la même chose, sauf que votre éditeur, vous lui envoyez un texte complet, donc qui vous a quand même pris, même si vous écrivez vite, quand même quelques mois de travail, enfin, à minima quelques semaines, mais en tout cas, c'est souvent plus des mois.
Et suivant ce qu'il va vous dire, bon, soit votre texte, vous pouvez le mettre à la poubelle, ou il va sortir. Donc je promets que heureusement, il lit vite, Pierre Fourniau, mais vous avez quelques jours où vous n'êtes pas très très bien, quoi. Vous attendez vraiment sa réponse. Alors moi, malheureusement, je n'ai pas encore lu votre livre. Laurent Petit-Mangin ne connaît pas, donc je suis très curieuse. Mais en fait, je vous souhaite quand même un autre défi, parce que vous en avez tellement eu dans votre vie, vous nous avez dit, que je suis très curieuse du prochain... Vous voulez dire une autre lubie complètement différente de l'écriture Bientôt la sculpture, Laurent Petit-Mangin, au musée d'Orsay. Écoutez, moi je trouve que c'est sur ces vœux qu'il faut terminer cette rencontre. Le prochain défi qui vous attend, c'est une dédicace, Laurent Petit-Mangin, que vous avez accepté de faire auprès du libraire présent ce soir. Je tenais à vous remercier infiniment, tout d'abord, de nous avoir offert un aussi beau livre. Petite parenthèse, petite anecdote, je ne le nommerai pas, mais un des plus grands éditeurs, des plus connus de la place de Paris, et de tous ceux que nous connaissons, m'a dit s'être mordu les doigts de ne pas avoir pris votre livre. Donc c'était plutôt une belle revanche. C'est plutôt une belle revanche. C'est un très beau livre pour ceux qui ne l'ont pas lu. Vraiment, je vous le conseille. Ce qu'il faut de nuit, c'est absolument magnifique, c'est percutant, c'est tendre, c'est intelligent aussi. Et c'est voilà, une très belle réussite pour un premier roman. Merci beaucoup, Laurent Petit-Mangin, et merci à vous tous, mesdames, messieurs, de nous avoir écoutés. Merci.